Merci. Bon, alors, je disais, quand on fait de l'histoire, et je pense, alors il faut bien voir la chose suivante, l'histoire permet de comprendre les réalités d'aujourd'hui. Elle ne donne pas de normes, elle ne donne pas de règles, c'est-à-dire on ne peut pas déduire de faits historiques, voilà comment ça doit se passer. Par contre, ça permet de comprendre, et je crois que, bon, alors il y a déjà une trentaine d'années que je travaille sur l'histoire du sionisme, pour voir effectivement comment il s'est constitué, comment il s'est transformé, et pourquoi il est devenu aujourd'hui cette idéologie nationaliste qui fait qu'un État comme l'État d'Israël a pour objectif essentiellement de se constituer dans des frontières qui ne sont pas encore définies. J'y reviendrai là-dessus. Alors d'abord, si on veut comprendre le sionisme, il faut le replacer d'abord dans l'histoire européenne. Le sionisme, c'est un mouvement européen. C'est pas un mouvement international des juifs, c'est un mouvement de juifs européens qui s'est passé dans un contexte bien défini. Bon, quand on regarde l'histoire de l'Europe, on s'aperçoit d'une chose, c'est que depuis que l'Empire romain est devenu chrétien, au IVe siècle, il y a eu une tendance à christianiser tous les peuples qui vivaient dans le domaine de l'Europe. Alors ensuite, le domaine de l'Europe, on pourrait les définir, jusqu'où il va, qu'est-ce que ça représente, etc. On pourra peut-être y revenir dans le débat, j'ai pas envie de passer trop de temps là-dessus. Excusez-moi, il faut que j'arrête mon portable. Bon, excusez-moi. Bon, quand on regarde l'histoire des Juifs en Europe, on se perçoit que contrairement à tous les habitants d'Europe, ils n'ont pas été christianisés, même s'il y a eu des christianisations forcées, ils sont restés des Juifs au sens religieux du terme. Qu'on peut expliquer d'ailleurs pour des raisons théologiques. Si on va regarder en fait, dans les textes, en particulier les textes fondateurs de Paul, premièrement, les Juifs restent ce que Paul appelle l'olivier franc, sur lequel s'est grévé l'olivier sauvage qui était ensuite les chrétiens, avec le fait qu'effectivement, il ne faut pas non plus oublier la chose suivante, que le judaïsme antique, c'est une religion nationale, même tribale, qui regroupe les gens d'une certaine nation, bon, et qui, bon, même si on sait aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup de prosélytisme et qu'il y a eu beaucoup de conversions au judaïsme, pratiquement jusqu'au IVe siècle, puisqu'après c'était interdit. Je parle des territoires de la chrétienté. Bon, alors il y avait premièrement cet aspect-là. Deuxièmement, il y a un aspect, je dirais, eschatologique, à savoir que, et ça c'est écrit, c'est dans les écrits de Paul, que les Juifs qui n'ont pas reconnu le Christ, comme ils auraient dû le faire, le reconnaîtront à la fin des temps et seront les derniers à se convertir au christianisme. Au moment où il y aura le retour glorieux du Christ. Alors là, je donne les arguments religieux qu'on peut trouver dans, je crois que c'est l'Épître aux Romains. Ce qui fait qu'effectivement, la situation envers les Juifs a toujours été ambivalente. D'une part, ils ont été persécutés, bien que ça ait mis du temps, parce que avant, bon, les Juifs vivaient dans la population, il y a eu des persécutions, puis en même temps, il y a eu des protections, en particulier dans les États pontificaux, ou dans certains endroits où les évêques protégeaient les Juifs d'une population qui persécutait les Juifs. En même temps, il y a eu des persécutions. Donc on est dans une situation très ambivalente. Au XVIIIe siècle, il se passe quelque chose de nouveau. Bon, je ne vais pas faire toute l'histoire. L'idée de l'émancipation des Juifs, à savoir, les Juifs doivent être reconnus comme des citoyens, comme tous les autres. Ça va se développer autour, en particulier, alors ça va se développer autour des pays de l'Autriche, dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, et ensuite en France, avec la Révolution française, où il y a une loi qui fait que les Juifs deviennent des citoyens, comme les autres. Et ça lance tout un mouvement d'émancipation qui va se poursuivre tout le long du XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Mais ce mouvement d'émancipation, alors, il va avoir deux conséquences. Une première conséquence vis-à-vis des Juifs. La plupart des Juifs, sauf quelques-uns, sont prêts
à s'intégrer dans les populations. Certains le font en se convertissant au catholicisme, au protestantisme, suivant les pays où ils sont. D'autres vont devenir des athées. D'autres vont amener à cette notion qui est la notion de laïcité. Leur religion, c'est leur problème personnel, mais dans la société, ils sont des citoyens comme les autres. Au fond, on pouvait dire que la question, ce qu'on appelle la question juive, c'est-à-dire la question des persécutions contre les juifs, pouvait être réglée. Mais il s'est passé autre chose, ce qu'on appelait l'antisémitisme. Alors il ne faut pas dire que l'antijudaïsme, qui a des notions religieuses, bon, je veux dire, alors, y compris en terre d'islam, mais ça j'en parlerai pas, vous en parlerez plus tard, parce que là je connais un peu moins, si vous voulez. Et puis l'antisémitisme, qui lui a une autre vision. L'antijudaïsme chrétien, c'est simple, un juif qui devient chrétien, c'est un chrétien. Après on nous dit qu'il est juif, et les générations suivantes. L'antisémitisme, ça prend un caractère racial, surtout que se développent à partir du XVIIIe siècle des théories raciales, non seulement la distinction de l'humanité en race, est-ce que ça a un sens ou pas? Ça, je ne rentrerai pas là-dedans, mais beaucoup plus, et c'est ça l'aspect racial, une hiérarchisation des races, avec en plus la découverte du monde indo-européen, avec aussi la confusion qu'il peut y avoir entre langue et race. Une langue indo-européenne, on sait ce que c'est, enfin, du moins il y a des études de linguistes là-dessus qui montrent qu'il y a effectivement un certain nombre de langues qui couvrent l'Europe, l'Iran et l'Inde, qui ont une origine commune, en tout cas des points communs. Ce qui ne veut pas dire qu'effectivement il existe une race indo-européenne. Mais la confusion elle s'est faite au XIXe siècle, et en face des Ariens, des Indo-Européens, il y avait des sémites, c'est-à-dire les langues. Alors, là encore, c'est une notion linguistique. Les langues sémitiques, c'est l'hébreu, l'arabe, l'araméen, le chaldéen, etc. Mais encore avec une identification avec la notion de race. À partir donc, alors maintenant, ça c'est le point qui fait qu'effectivement l'antijudaïsme se transforme en antisémitisme, mais en même temps, et c'est ce qu'on trouve dans les textes antisémites qui vont se développer surtout dans la deuxième partie du XIXe siècle, on trouve l'idée suivante, c'est que avant que les juifs, quand il y avait une division qui était religieuse, les juifs on les reconnaissait. On pouvait penser ce qu'on veut, mais tandis que maintenant, les juifs devenant des citoyens dans les autres, comme les autres peu à peu, on ne les reconnaît plus. D'où vont naître l'idée du complot, des juifs qui sont partout. Vous avez des gens qui font des listes de juifs, dans lesquelles d'ailleurs il n'y a pas que des juifs. C'est une façon d'attaquer. Vous avez, en France, vous avez quelqu'un comme Édouard Drummond, qui écrit un ouvrage qui s'appelle La France juive, que j'ai lu parce que je pensais trouver, alors il se présentait comme sociologue, je pensais trouver une théorie de l'antisémitisme. En fait, c'est un ensemble de ragots. Il règle ses comptes. Et puis, c'est quelque chose qui va se développer. Et ensuite, qui va prendre... Alors, en fait, on peut considérer qu'il y a deux formes d'antisémitisme. Il y a celle de l'Europe de l'Est, c'est-à-dire la Russie comprenant d'ailleurs la Pologne qui est russe jusqu'à 1917, 1918, et puis les pays de l'Europe balkanique, où la majorité de la population juive est pauvre, elle vit dans des conditions difficiles, et en même temps, elle est brimée parce que juive. Même si les juifs polonais, par exemple, ont eu leur heure de gloire au XVIe, XVIIe siècle, où ils ont fait partie, je dis où un certain nombre de juifs faisaient partie des classes dirigeantes, quoi. Bon. Mais on se retrouve avec une majorité de juifs qui vit avec d'abord des contraintes d'habitation. En Russie, il y a ce qu'on appelle la zone de résidence, là où les juifs peuvent résider, ils ne peuvent pas aller ailleurs, ils ne peuvent pas aller à Moscou, ni à Saint-Pétersbourg. Et par conséquent, ils se retrouvent dans des conditions, je dirais, de minorité opprimée. Bon, même si parmi eux se dégagent quelques élites qui vont essayer, elles, de s'assimiler au monde européen, mais qui le feront dans des conditions dont on verra qu'elles n'étaient pas faciles. À côté de ça, vous avez l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire l'Europe des Lumières,
qui comprend essentiellement, je dirais, quand on parle des Lumières, on s'aperçoit que les trois grands pays qui ont participé aux Lumières, ont donné un apport aux Lumières, il y a la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Même si l'Allemagne n'est pas constituée comme pays, vous avez un certain nombre de philosophes allemands, vous avez des Français, vous avez des Anglais, puis il y en a d'autres, évidemment, mais je parle de ces trois-là. Et il se passe quelque chose aussi au niveau des relations avec les Juifs, c'est-à-dire qu'il va y avoir, alors, l'un des grands philosophes allemands, du philosophe européen du XVIIIe siècle, c'est Kant. Kant a écrit des choses remarquables sur les Lumières, et en particulier, il a été en contact avec un certain nombre d'intellectuels juifs, dont Mendelssohn, Maurice Mendelssohn, qui a écrit des ouvrages qui sont très proches de Kant, et c'est ça qui a amené cette idée de émancipation des Juifs, et qui a joué un rôle important au XIXe siècle. Bon, donc on pouvait considérer effectivement que, si on veut, ça a été le raisonnement d'un certain nombre d'intellectuels juifs, que finalement, si à l'Est, il y avait encore une oppression contre les Juifs, c'est parce qu'effectivement, on était dans des régimes retardataires, comme le Tsar et puis quelques autres, alors qu'en Europe occidentale, il y avait une espèce de symbiose qui se faisait, d'ailleurs, la plus belle symbiose étant d'ailleurs le lien entre la pensée allemande et la pensée juive, qui est quelque chose de remarquable, qui est mort avec le nazisme, mais qui a donné de très grandes choses sur le plan philosophique. Bon. Le problème, c'est que de l'antisémitisme, il y en a eu aussi dans le monde occidental. Il y en a eu en Allemagne, depuis le début du siècle. Alors, il y en a eu en France. Et en particulier, il y a eu l'affaire Dreyfus. Bon, l'affaire Dreyfus, on accuse un capitaine d'espionnage alors que l'accusation est fausse. L'argument essentiel qui va courir dans la population des gens qui vont manifester contre Dreyfus, c'est il est juif, donc il a trahi pour les Allemands. Parce que de toute façon, en France, juif et allemand, c'est pratiquement synonyme. Et par conséquent, quelqu'un comme Herzl, qui fait partie de la bourgeoisie juive de Budapest, qui est quelqu'un qu'on appellerait émancipé, assimilé, va découvrir que le danger antisémite, y compris dans les pays qui sont les pays des Lumières. Bon. En France, alors que la France, ça passe pour le berceau des droits de l'homme avec l'émancipation des Juifs en 91 ou 92. Donc, la question va se poser chez un certain nombre d'intellectuels juifs. En général, c'est parmi les intellectuels juifs d'Europe occidentale ou d'Europe orientale qui sont parmi les élites et qui sont, je dirais, qui sont européanisés, que ce soit Herzl et puis tout le groupe qui est autour de Herzl, comme des gens comme Max Nordau ou quelques autres, ou que ce soit un peu avant Herzl, que ce soit Léo Pinsker, qui est un juif ukrainien, qui est un médecin, qui raisonne en termes de lumière, et qui va se heurter, alors lui il va se heurter dans les années 80, au pogrom qu'il y a en Russie du Sud et en Ukraine, c'est-à-dire des meurtres de masse commis par des juifs, commis contre les juifs. Donc, problème. Comment sortir de ce problème? Alors, le sionisme, c'est un petit groupe, ça ne représente pas du tout l'ensemble des juifs. Le sionisme va se dire, si les juifs ont un problème dans les pays européens, c'est parce qu'ils ne sont pas comme les autres. Et par conséquent, ils vont poser la question juive en termes de question nationale. On est une nation, il nous faut un État. Voilà comment se met en place l'idéologie sioniste. C'est assez compliqué parce que la question elle est posée d'une façon assez formelle. Il faut un État. C'est vrai qu'on pense à la Palestine parce que historiquement il y avait un royaume d'Israël, il y avait un royaume juif, etc. Mais le problème c'est qu'il faut un État. Il faut trouver une place. Alors là je rappelle quand même cette phrase qu'on cite tout le temps et il faut savoir d'où elle vient. Une terre sans peuple pour un peuple sans terre, c'est pas la Palestine.
le groupe de sionistes qu'on appelle territorialistes, qui cherchent une terre sans peuple pour le peuple sans terre. Avec plein d'idées. Alors effectivement, bon, on pourra répondre, mais il n'y en avait pas, parce que terre est habitée. Mais n'empêche que la question qui est posée, alors je dirais d'une façon tout à fait formelle, c'est il faut une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Qu'ensuite, le sionisme ait repris cette phrase à son compte pour parler de la Palestine, on y reviendra, parce que là c'est de la manipulation. Bon, c'est vrai que parmi les sionistes, certains pensent à la Palestine. Bon. Sauf que parmi les premiers qui savent que la Palestine est habitée, c'est un pays peuplé, c'est pas un désert, il y a des villes, il y a de l'agriculture. Ça c'est raconté par un juif russe qui s'appelle Ahad Ham, et qui est allé en Palestine, et qui a écrit un article pour expliquer, mais attendez, le pays est habité. Donc, si on veut établir un État juif en Palestine, ça sera la guerre. Et ensuite, lui, alors, il est parti sur le fait, son problème c'était, bon, puisque Jérusalem, ça fait partie de la tradition juive, construire un centre spirituel juif à Jérusalem, qui lui n'aurait rien d'étatique. Mais il s'est retrouvé minoritaire. La majorité des juifs a pensé la Palestine. Et en 1903, alors que le sionisme est né en 1997, en 1903, le congrès sioniste de 1903 décide d'établir l'État juif en Palestine. Et à partir du moment où il prend cette décision, tout va changer. Parce que le problème n'est plus l'émancipation des juifs, le problème c'est la conquête du territoire, dont on sait qu'il est habité, et par conséquent l'expulsion des habitants. Là, je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, comment, à partir du moment où, pour des raisons diverses, bon, un groupe juif minoritaire décide de construire un État juif en Palestine, eh bien, on va organiser la conquête. Et ça, c'est, je dirais, si on veut comprendre comment le sionisme a évolué dans l'histoire, il faut prendre ça. 1903, c'est une date importante. Ce qui va complètement changer le rapport des Juifs avec la Palestine et le rapport des habitants de la Palestine avec les Juifs. Parce que des Juifs qui se sont réfugiés en Palestine, il y en a toujours, d'abord il y a toujours eu une présence juive en Palestine. Et même maintenant, on dit même que quand on parle de l'exil après la destruction du Second Temple, c'était presque rien. Mais il y a toujours une population juive en Palestine, dont une partie a été christianisée, une autre partie a été islamisée, il est resté quelques juifs. Et puis, d'autre part, il y a des juifs qui allaient s'installer en Palestine, en particulier au moment de l'expulsion des juifs d'Espagne en 1492, à la fin de la Grégo-Islam. Et puis d'autre part, il y a eu des petits groupes de juifs qui allaient s'installer. Il y a le centre de Safed qui a été construit au XVIe siècle et qui est devenu un des grands centres spirituels juifs. Mais là, il était question de s'établir en Palestine parce qu'il y avait un lien avec la terre de Palestine. Il n'était jamais question de construire un État juif. Après, on s'entendait plus ou moins bien avec la population, parce que ça, c'est des problèmes de rapport à l'intérieur de populations mélangées. Bon, mais il n'y avait rien de particulier. Dès que on s'aperçoit que... Je crois que vous parlez assez fort. Bon, alors, dès que le projet de construire un État en Palestine se pose, eh bien, il va y avoir une méfiance envers tous les juifs qui arrivent, indépendamment des raisons pour lesquelles ils arrivent. Et il faut voir qu'il y a eu différentes immigrations. Alors, on parle des aliyahs. Aliyah, ça veut dire monter en hébreu, la montée en Palestine. Et en général, on présente les aliyahs, on présente 5 aliyahs entre 1880 et puis le moment de la construction de l'État d'Israël. Et présenter cette forme, c'est un peu une manipulation. En tout cas, c'est faux. Parce que qu'est-ce que c'est que la première aliyah de 1880 ? La première aliyah de 1880, c'est un certain nombre de juifs qui vont quitter
l'Ukraine et le sud de la Russie après les pogroms. Certains vont aller en Palestine, pas tous. La majorité des Juifs qui quittent l'Europe orientale vont en général soit en France parce que c'est le pays des droits de l'homme, soit en Amérique parce que le rêve américain. Mais ça, bon, je veux dire, ils se mettent tous les Européens, en particulier parmi les plus pauvres, depuis la fin du XIXe siècle, c'est le rêve américain. Hein. C'est pour ça que vous avez eu une émigration très forte venant de tous les pays d'Europe. Donc les Juifs là-dedans. Donc la question, c'est pas la Palestine. Par contre, après 1903, vous avez entre 1905 et 1910 la deuxième alia. Mais contrairement à la première alia, qui était la venue d'une immigration de gens qui se sauvaient de chez eux, parce qu'ils étaient menacés de mort, la deuxième alia, qui est celle où arrivent des gens comme Ben Gurion, c'est une alia de militants. C'est-à-dire les gens, ils ne vont plus en Palestine pour se réfugier, ils vont en Palestine pour construire l'État. Ben Gurion, ce n'est pas quelqu'un qui a quitté son pays, la Russie, parce qu'il était menacé. Il n'a pas fui devant les pogroms. Il est parti pour construire l'État. Donc on a quand même une différence, mais c'est le tournant qui se passe avec 1903. Et là, bon ben, on sait, bon, je vous ai parlé de l'article de Adam, et puis ceux qui arrivent s'aperçoivent que le pays n'est pas vide, comme on pouvait le raconter. Si Ben Gurion, racontant son arrivée, je crois que c'est à la part, sa première réaction c'est il y a plein d'Arabes. Ah oui, il arrive dans un pays où il y a des habitants. Et l'idée se met en place peu à peu de conquérir la terre. Alors il y a deux moyens de conquérir la terre. Soit on achète des terres, et là il va y avoir plein de tractations avec un certain nombre de féodaux arabes du Moyen-Orient qui ont des terres et qui vont les vendre. Avec la chose suivante, c'est qu'une vente de terre, bon, un propriétaire terrien, il a des gens qui travaillent sur ces terres. Les gens, c'est des habitants de la Palestine. Dans les clauses de l'achat de terre, quand c'est des Juifs qui l'achètent, c'est il faut nous livrer la terre vidée de ses habitants. Autrement dit, quand un féodal arabe vend une terre à un groupe juif, ben les habitants de cette terre sont chassés. Premier aspect de la conquête. Le deuxième, c'est la conquête militaire. Alors la conquête militaire, on y pense très vite. Alors vous avez en gros deux tendances dans le mouvement sioniste. Bon, il y en a plusieurs, mais enfin en gros, qu'on retrouve aujourd'hui entre ce qu'on appelle les travaillistes et ce qu'on appelle le Likoud. Et si on revient aux années, je dirais, 1910-1920, bon, ceux qui va sur le plan de la conquête, ils sont d'accord. À ceci près que Jabotinsky, qui est le père spirituel du Likoud, a l'avantage de parler vrai, comme on dit aujourd'hui. Lui, il écrit des textes dans lesquels il dit voilà, il y a des gens qui habitent un pays, nous on le veut. Ils ne veulent pas, ce qui est normal. Il n'y a rien de raciste chez Jabotinsky. Tout simplement, c'est une espèce de cynisme logique. Il y a des gens sur une terre, on veut en faire notre pays, donc nous, on veut les chasser, et eux, ils ne se laisseront pas faire. Donc c'est la guerre. Un raisonnement aussi simple que ça, qui est très dangereux. Du côté travailliste, c'est autre chose, mais c'est la même idée. Sauf que Ben Gurion, qui est beaucoup plus diplomate, sait qu'il y a des choses à ne pas dire. Il ne les dira pas, mais il fera ce qu'il faut. C'est-à-dire que Ben Gurion a préparé aussi la conquête militaire. Et la conquête militaire, c'est pas seulement ce qui s'est passé en 47-48. La conquête militaire, elle a commencé dès les années 20. Et s'il y a des réactions anti-juives en Palestine, c'est bien parce qu'effectivement, au bout d'un moment, on ne savait plus reconnaître les juifs qui étaient là pour diverses raisons, ce qu'on appelle le vieux Yishuv, c'est-à-dire les juifs qui étaient là avant même l'idée de sionisme, et puis tous ceux qui sont arrivés, dans lesquels se mélangeaient d'ailleurs les militants qui venaient construire le pays, et puis les réfugiés, en particulier au moment du nazisme. Il y a une chose qu'il faut rappeler quand on regarde l'histoire,
savez qu'aujourd'hui, il y a plein de discours, en tout cas depuis les années 2000, contre l'antisémitisme, avec un tas de colloques qui ont eu lieu, lutter contre l'antisémitisme. En général, quand on parle d'antisémitisme, on renvoie ça aux Arabes. Ça a lieu avec 60 ans de retard. Quand je dis 60 ans de retard, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que dans les années 30, au moment de l'arrivée de Hitler au pouvoir, il va y avoir, en tout cas aux États-Unis, en France et en Angleterre, des mesures qui vont être prises pour limiter l'arrivée des réfugiés juifs allemands. Alors vous avez un bouquin de Paxton qui s'appelle L'Ici et les Juifs, qui raconte la chose suivante. Dans les années 30, les Allemands veulent se débarrasser des Juifs, donc il faut les faire partir. Donc ils ramassent des Juifs, ils les amènent à la frontière française et ils leur disent passez de l'autre côté. Et puis quand les Juifs arrivent en terre française, ils rencontrent la police française qui leur dit retournez. Bon, ça c'est une anecdote parmi d'autres, mais le problème effectivement, c'est que les Juifs se sont retrouvés, en particulier les Juifs allemands, et puis après les Juifs de tous les endroits, je dirais, d'obédience nazifiée, quoi, se sont retrouvés coincés parce qu'ils n'avaient pas où aller. Par contre, ce qu'on sait, alors que l'Angleterre avait créé un bloc qui empêchait trop d'immigration juive en Palestine parce qu'ils ne s'en sortaient pas avec toutes les promesses qu'ils avaient faites, ben, il y a des navires allemands qui forçaient le blocus pour emmener des juifs allemands en Palestine. Et d'ailleurs, ils étaient mal accueillis par les juifs. Parce qu'ils venaient là, ils ne venaient pas là pour construire le pays, ils venaient là pour se sauver. Donc c'est assez. Alors là, vous avez un ouvrage remarquable d'un Israélien qui s'appelle Tom Segev, qui parle du 7e million, c'est-à-dire tous ces juifs qui sont allés en Israël parce qu'ils n'avaient pas où aller ailleurs. Et qu'ensuite, à la libération, 45, 46, il y a eu des pressions pour qu'effectivement les juifs ne puissent aller qu'en Israël. Bon, il s'est créé. Donc vous voyez, c'est toute une histoire assez compliquée dans laquelle on s'aperçoit d'une chose, à partir du moment où le sionisme est passé de l'idée d'émancipation des Juifs à l'idée de construction d'un État juif en Palestine, parce que le problème c'est construire un État juif en Palestine, c'est pas construire un État juif, c'est construire un État juif en Palestine, de mouvements qu'on pouvait penser comme mouvement de libération, il est devenu mouvement de conquête. Ça a eu des conséquences. Mouvement de conquête, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des alliés. Donc, ils ont cherché des alliés. Alors ça a commencé avec Herzl déjà, au début du XXe siècle. On a cherché à avoir l'appui de l'Empire ottoman, mais le sultan, il se méfiait, parce qu'effectivement, il savait qu'il y avait un problème. C'était dans des territoires qu'il administrait. Bon. On a cherché l'appui de l'Allemagne, mais l'Allemagne était prudente parce que c'était l'allié de la Turquie, et qu'en même temps, les rapports avec la Turquie, c'était aussi des rapports essayer de s'implanter dans le monde, dans le Moyen-Orient. Il y a aussi le début du pétrole à l'époque. Et puis il y a les Anglais. Alors il y a la déclaration Balfour de 1917. Déclaration Balfour qui est écrite dans un lisage diplomatique assez compliqué parce qu'on parle d'un homeland. Qu'est-ce que ça veut dire homeland? Foyer national. C'est la traduction française. Qu'est-ce que ça veut dire foyer national? Il est prévu que le homeland, il ne doit pas se faire aux dépens des populations locales. Mais enfin, c'est quand même un appui. Et cet appui, bon, il a plusieurs raisons, mais il y en a quand même une qui est importante. En 1917, même si, bon, alors, la Grande Guerre 14-18, je dirais que en juin 18, on ne savait pas qui serait le vainqueur. Le pays qui a été le plus cassé au niveau, je dirais, militaire, qui a été envahi, c'est la France. L'Allemagne n'a pratiquement jamais été envahie, à part quelques petits bouts de terre. En juin 18, on ne sait pas. Mais pour les Anglais, en 17, pour le gouvernement anglais, l'idée c'est, si on gagne la guerre,
eh bien, on s'installe au Moyen-Orient. Et d'autre part, bon, ça explique aussi l'alliance entre le mouvement national arabe qui se déclenche vers 1916 contre les Turcs et qui est appuyé par l'Angleterre. Bon, on a entendu parler de Laurence d'Arabie et de quelques autres qui ont lutté avec les Arabes. Bon, alors, pour les Arabes, et en particulier pour le shérif de la Mecque, l'idée c'était suivante: les Anglais nous aident à libérer. Pour les Anglais, c'était on vous aide, mais après on passe. Et qu'effectivement, alors bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs déclarations qui ont été faites entre 17 et 19. Il y a eu la déclaration Balfour, qui était un foyer national juif en Palestine. Il y a eu les accords Sykes-Picot, qui était le partage du Moyen-Orient entre la France et l'Angleterre, qui fait qu'effectivement la France a retrouvé la Syrie et le Liban, et l'Angleterre, la Palestine et la Jordanie, plus l'Irak. Et puis il y a eu des accords avec Faisal d'Arabie sur un futur État arabe. Effectivement, le futur État arabe n'a jamais eu lieu parce que les Anglais n'ont pas voulu. Et qu'effectivement, ce qui s'est passé, c'est le partage entre la France et l'Angleterre. Alors, au niveau des Juifs, ben d'abord, le mouvement sioniste, on a dit, c'est un mouvement européen. Développer un foyer national juif, c'était développer une colonisation européenne en Palestine. Donc, pour l'Angleterre, c'était gagné. On mettait des Européens qui étaient en général parmi les persécutés européens, on les envoyait pour fonder une colonie britannique. Les choses sont pas si simples que ça, mais ça revient à ça. Donc vous avez eu une rencontre entre deux mouvements, le mouvement sioniste qui avait son idée de conquête d'un territoire pour construire un État juif, et puis le colonialisme anglais qui disait, au fond, ça sera un territoire à nous. Et il faut bien voir que pour les sionistes, le problème c'est de construire un État de type européen. C'est pas de... Bon, c'est plus tard ensuite qu'on va faire venir ensuite des juifs qui viennent des pays arabes, de divers pays, etc. Mais à ce niveau-là, à l'époque, le sionisme c'est un mouvement européen. Donc vous avez quelque chose qui a complètement transformé. Alors comme je l'ai dit, le sionisme c'est un mouvement minoritaire parmi les juifs. La plupart des juifs qui veulent quitter, qui veulent fuir les persécutions antisémites, essayent d'aller alors soit en France, soit aux États-Unis, comme je l'ai dit, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, les droits de l'homme ou le rêve américain. Donc à partir du moment du nazisme, les portes se ferment. Ensuite, vous avez la Shoah, l'extermination des Juifs dans les camps par le nazisme. On apprend des choses plus ou moins pendant la guerre et on découvre la vérité en 1945. Parmi les populations juives européennes, c'est un véritable traumatisme. La plus grande partie a été massacrée. Les survivants vivent dans des camps. On se doit trouver un peu dans toute l'Europe, sans très bien savoir où ils vont. Et il va y avoir à ce moment-là un jeu des sionistes dans les camps pour essayer d'enrôler les juifs en leur disant venez dans votre pays, je dis bien, donc c'est-à-dire en Palestine, où là vous allez avoir un avenir, etc. etc. Ce qui fait qu'effectivement, un certain nombre de juifs qui ne savaient pas où aller, on leur promet quelque chose, ils vont, et ils se retrouvent à faire la guerre. Parce qu'effectivement, ils arrivent en 47-48, et c'est la guerre. Soit d'abord la guerre entre juifs et palestiniens, soit après la guerre entre l'État d'Israël, une fois que vous connaissez, et les pays arabes. Autrement dit, ils n'ont pas trouvé le havre de paix qu'on leur promettait. Mais n'empêche que pour le sionisme, on avait fait venir des juifs qui allaient constituer la population d'un État juif. Donc je crois que si on veut comprendre
le problème d'aujourd'hui, il faut revoir toute cette histoire. À savoir comment le sionisme est passé de l'idée un peu utopique d'une émancipation des Juifs, en s'appuyant d'ailleurs sur l'idéal européen des Lumières, là, à l'idée de construire un État juif et ensuite de le construire en Palestine. Alors effectivement, pourquoi le construire en Palestine? Parce que bon, la Palestine, ça joue un rôle dans l'histoire des Juifs. Donc, il y a eu les royaumes d'Israël et les royaumes de Juda. Ensuite, il y a eu le royaume de Juda qui a tenu à la destruction du Second Temple en 70. L'idée que la Palestine a été vidée de ses Juifs. Le nom de Palestine, d'ailleurs, est donné par les Romains en s'appuyant sur le nom de Philistin pour justement déjudéiser. Bon, à partir de là, il y a eu tout un mythe. Et il y a un grand mythe qui est né parmi les Juifs, c'est le problème de l'exil. La diaspora, c'est le mot grec qui veut dire dispersion, c'est considéré comme l'exil. Et c'est une épreuve que les Juifs doivent subir pour atteindre. Bon, je ne rentre pas là-dedans. Bon, alors d'abord, quand on parle de diaspora, il faut savoir une chose, c'est que la diaspora, elle n'est pas née en 70 après Jésus-Christ. La diaspora, elle a commencé 2 ou 3 siècles avant Jésus-Christ. Mais elle a commencé pourquoi? Si vous prenez, bon, la population juive des royaumes de Juda, c'est fait des Levantins. Les Levantins, ils se sont établis tout au long de la Méditerranée. Alors quand je parle des Levantins, je pense en particulier aux Phéniciens. Les Phéniciens ont construit plein de colonies tout au long de la Méditerranée, dont la plus importante c'est Carthage, et les Juifs vous avez l'une des plus anciennes colonies juives, alors colonie au sens d'établissement, il n'y a rien de colonialiste là-dedans, c'est en Espagne. À Rome, il y avait beaucoup de Juifs, et en particulier, une des villes où il y avait le plus de Juifs, c'était Alexandrie. À Alexandrie, il y avait une population qui se divisait en 3, les Égyptiens, les Grecs et les Juifs. Et vous avez au IIe siècle avant Jésus-Christ, vous avez un groupe de 70 rabbins qui vont traduire la Bible en grec, c'est pour ça qu'on l'appelle la Septante, pour une seule raison, c'est que les Juifs d'Alexandrie ne lisent pas l'hébreu. Ils ne connaissent ni l'hébreu ni l'araméen. Donc si on veut qu'ils connaissent la Bible, il faut qu'ils puissent la lire en grec. C'est une traduction qui a eu lieu. Et même pendant la guerre entre les Juifs de Judée et les Romains, les Juifs qui n'étaient pas en Judée, dans quelle mesure ça les intéressait, c'est pas évident. Donc on a une histoire assez compliquée là-dessus. Mais avec la diaspora, il y a toute une série de mythes qui se mettent en place, dont le mythe de l'exil, le mythe de la terre promise. Alors lui, on le lit dans la Bible, il n'y a pas de problème. C'est la terre que je donnerai à toi et à tes enfants. Et par conséquent, ça prend un sens symbolique, qui n'est pas celui d'une reconquête politique. Notre pays, c'est Jérusalem. Chaque année, chaque nouvelle année, on dit l'an prochain Jérusalem. Ça veut dire qu'on compte conquérir Jérusalem, ça veut dire qu'on finira un jour par y aller. C'est symbolique. Le sionisme, qui est un mouvement, alors je l'ai dit, c'est un mouvement laïque. Il n'y a pratiquement pas de religieux parmi les sionistes. Le sionisme va reprendre ses mythes à son compte en faisant une lecture laïque de la Bible. La Bible, c'est notre livre d'histoire. Ce n'est pas la religion qui l'intéresse, c'est notre livre d'histoire. On vient reconquérir notre pays. Et là, vous avez toute une littérature à ce niveau, qui est une littérature complètement reconstruite. Ça, bon, on trouve toujours dans la plupart des pays. Vous avez une littérature historique qui est reconstruite tout simplement pour mettre en valeur le pays. Et là, pour expliquer que c'est la terre naturelle des Juifs. Alors, il y a un universitaire israélien qui a écrit un article qui est remarquable et qui fait peur. Qui fait peur par tout ce qu'il signifie. Il parle de la terre comme
qui est soit le lieu de résidence, soit la demeure. Alors il dit, la Palestine, c'est le lieu de résidence des Palestiniens. Et c'est la demeure des Juifs. Ce qui veut dire que les Palestiniens, ils se sont installés en Palestine, parce qu'ils étaient là, ils sont arrivés, mais c'est pas chez eux. Tandis que la demeure, alors la demeure, quand on lit son texte, c'est pas la terre nous appartient, c'est plus fort, la terre. C'est-à-dire que c'est la vision extrême du nationalisme. C'est pas la terre qui nous appartient, nous appartenons à la terre. Et si nous appartenons à la terre, alors il n'y a aucun problème, on doit y être, c'est chez nous, et les autres, à la limite, on peut les accepter comme étrangers. Donc voilà. Bon, alors ça, c'est bon. Ça explique aussi maintenant le problème de la politique israélienne. Quand il y a eu le partage, Ben Gourion il était pour le partage en 1947, hein. Mais il n'était pas majoritaire dans le mouvement sioniste. Mais son argument c'était, on a toujours ça, on verra ensuite. Effectivement, ensuite, il y a eu la guerre de 1948 que les sionistes ont gagnée. On a présenté cette guerre comme une espèce du petit Israël qui était combattu par l'ensemble des armées arabes. C'est un peu rapidement dit, d'abord parce que Israël a eu des soutiens. Il ne faut quand même pas oublier que le plus grand soutien militaire à Israël en 1948, c'était l'URSS, qui a envoyé des armes par l'intermédiaire de la Tchécoslovaquie à l'armée israélienne, qui était déjà l'État d'Israël. Et c'est ça qui leur a permis de gagner la guerre. D'autre part, il y avait du côté des pays arabes, il y avait aucune unité. La bataille dans laquelle l'Égypte a été complètement défaite, ça s'est passé dans le sud de l'État actuel d'Israël, dans le Negev. Il y avait l'armée jordanienne à 60 km, elle n'a pas bougé. Autrement dit, il y avait eu à la fois les pays arabes qui faisaient la guerre contre cette agression, la construction d'un État au détriment d'une population arabe, mais d'autre part, pour des intérêts, je dirais, géopolitiques, des intérêts nationaux, chacun se méfiant, en particulier tout le monde se méfiait du roi de Jordanie, qui lui qui espérait quand même pouvoir obtenir un partage équitable avec l'État d'Israël, et c'était clair entre Israël et la Jordanie que dès qu'il y aurait la paix, la Cisjordanie deviendrait jordanienne. C'est pas question qu'il y ait un État palestinien. Donc on est dans quelque chose d'assez compliqué. Et puis ensuite, le problème, c'est que, bon, alors, il y a eu un vote de l'ONU. Ça veut dire quoi un vote de l'ONU? Ça veut dire que l'ONU, ce lieu, je dirais, du droit international, a décidé, sans se préoccuper des populations, de partager la Palestine en deux États, un État juif et un État arabe, pour dire les choses comme on le disait à l'époque. Et ça voulait dire effectivement que les habitants de la Palestine n'avaient pas leur mot à dire, parce qu'effectivement, on construisait sur une partie de la terre palestinienne un État étranger. Par conséquent, il n'y avait aucune raison que les habitants de la Palestine acceptent le partage. Ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont fait 40 ans après, en 88, quand Arafat a déclaré l'État de Palestine et le principe de deux États sur la ligne verte. Et déjà, là, c'était quand même un recul, parce que 78% allaient à Israël, 22% allaient à la Palestine. Je pense que c'est le seul effort de paix qui a été fait dans la région depuis 1948, et les Israéliens n'ont jamais répondu. Parce que ça ne les intéresse pas. Et que depuis, le problème, c'est... Bon, alors, ils ne pensaient pas, ils ne savaient pas ce qui allait se passer en 67, encore que maintenant, on commence à savoir qu'en 67, l'État d'Israël, c'était pas le petit État encore attaqué par
tous les États arabes autour, ils savaient qu'ils allaient gagner la guerre. Ils ne savaient peut-être pas qu'ils occuperaient toute la Palestine, mais dès que la Palestine a été occupée, le problème essentiel de l'État d'Israël, alors qu'on était encore sous des gouvernements travaillistes, c'était d'organiser les colonies. C'est-à-dire que ça a commencé très tôt, l'établissement de ce qu'on appelle les colonies, un peu partout en Cisjordanie et à Gaza. Effectivement, on a toujours présenté ça comme les extrémistes religieux, ce qui est un peu possible. Parce qu'il y a eu deux sortes de colons. Il y a eu des mouvements extrémistes au nom de la religion qui allaient récupérer la Judée-Samarie, comme on dit. Ce que fait la Judée et la Samarie, c'était dans la Cisjordanie. Mais d'autre part, c'est pas comme ça qu'on a peuplé. En particulier pour tous les immigrants juifs, quand ils arrivaient en Israël, ils avaient le choix. Soit on les aidait s'ils s'établissaient dans les colonies, auquel cas ils vivaient dans des conditions assez correctes, soit ils allaient se débrouiller comme ils pouvaient dans les banlieues de Tel Aviv ou de Haïfa. Pas de problème, ils allaient dans les colonies. Et je veux dire qu'il ne faut pas jamais oublier qu'une colonisation de peuplement, ça se fait pas seulement avec quelques excités qui disent on veut la terre, ça se fait aussi avec des facilités économiques, du moins présentées de façon formelle, qui fait que des gens vont y aller. Pas pour des raisons idéologiques, mais tout simplement entre avoir une villa pas chère dans une colonie à l'est de Jérusalem et vivre dans une espèce de HLM à Tel Aviv, on va dans la villa. Non, la politique a été très bien construite. Maintenant, on a toujours mis en avant les colons. Comme si ces colons, alors c'est pas des colons de colonie. Le mot colonie, c'est déjà un mot qui pose problème. Parce qu'il ne s'agit pas de coloniser des terres ailleurs, comme c'est fait dans la colonisation telle qu'on l'a connue. On n'a pas été conquérir des terres étrangères qu'on allait ensuite peupler. Non. On allait reconquérir la terre juive. Autrement dit, ces colonies, c'est tout simplement des extensions de l'État d'Israël dans des parties qu'il considère lui appartenant. Alors un jour, on a demandé à des responsables israéliens pourquoi est-ce que vous n'annexez pas la Cisjordanie? Et là, la réponse, elle est double. Alors, une réponse d'abord qui est purement idéologique, de dire ben non, on n'annexe pas ce qui nous appartient. Je crois que c'est Sharon qui l'a dit, mais je ne me souviens pas. Ben oui, c'est à nous, on s'installe. Et puis deuxièmement, il y a un autre problème. Bon, Israël a annexé Jérusalem, alors là pour des raisons d'ailleurs d'idéologie nationaliste, Jérusalem, capitale éternelle, donc il fallait effectivement, et on voit toute la politique de Jérusalem et de sa banlieue, ça a été premièrement de l'entourer d'un tas d'implantations juives, de telle façon qu'aujourd'hui, quand bien même Jérusalem, et quand bien même il y aurait deux États, et que Jérusalem-Est serait la capitale de l'État de Palestine, ben, pour aller de Jérusalem-Est dans l'État de Palestine, il faudrait passer par des contrôles israéliens. Il n'y a pas de... c'est pas libre. Jérusalem est entourée d'implantations juives. Donc, alors maintenant, on a annexé Jérusalem, on a annexé le Golan, mais ça c'est les rapports entre Israël et la Syrie, et on n'annexe pas la Cisjordanie, ni Gaza. Et pourquoi on n'annexe pas? C'est pas pour respecter le droit international. Si l'État d'Israël a annexé la Cisjordanie, les habitants de la Cisjordanie deviendraient israéliens. C'est-à-dire vous changerez complètement la démographie. La majorité ne serait plus juive. Autrement dit, l'État d'Israël n'a aucun intérêt à annexer de façon formelle, mais il a intérêt à faire partir. Et ça, c'est une politique.
à laquelle d'ailleurs les Palestiniens ont répondu par tenir bon, ne pas partir. Alors pour vous donner un exemple, à Bilim, vous avez tous entendu parler de la lutte qu'a menée Bilim, où les terres ont été perdues par des Palestiniens parce que le mur séparait le village de la terre. Il y a des mouvements de solidarité qui se sont créés pour les gens qui avaient perdu leur terre, de façon à ce qu'ils ne partent pas, qu'ils restent. Ils ont perdu leur terre, mais s'ils partaient, en Cisjordanie ou ailleurs, ben, s'ils partaient, ça voulait dire effectivement que tout autant de gagné pour Israël. Je crois que là, il faut le voir. Il y a une politique de conquête qui est très bien faite. Alors, effectivement, après, on vous dit c'est la faute aux colons, etc. Non, les colons, ils sont là, c'est des citoyens ordinaires, il y en a qui sont peut-être plus exités que d'autres, ou moins. C'est pas la question. Les colons, ils ont une raison d'être, qui est la conquête de la terre. Et quand on voit aujourd'hui la chose suivante, on n'a pas à s'étonner, parce que, bon, Obama a demandé à l'État d'Israël de geler les colonies, ce qui est un minimum. Il ne demande pas de démanteler les colonies, il demande de les geler. Alors qu'il y a déjà une bonne partie. Quand vous regardez la carte de la Cisjordanie, vous avez, vous avez des îlots palestiniens. Il y a quelqu'un qui a fait comme si la partie occupée par Israël était de la mer. On voit des îles. Sans lien entre elles. Bon. Donc, effectivement, il y a une politique qui est bien antérieure à Netanyahou. Ça a commencé en 1967, il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, ce refus de Netanyahou de geler les colonies, qui bloque, parce qu'effectivement, quels que soient les sentiments d'Obama, je ne prononcerai pas là-dessus, il est incapable, en tout cas les États-Unis sont incapables, de prendre des mesures de rétorsion contre Israël. Donc Israël est libre du jeu. Or, la première chose à faire, ce serait au moins arrêter l'expansion des colonies, mais ça serait le minimum. C'est pas. Or, tant que les colonies continuent, tant qu'on occupe de la terre, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de place pour un État de Palestine. D'ailleurs, il y a eu un rapport il y a 2 ans d'une organisation de l'ONU qui expliquait qu'il est impossible actuellement de mettre en place un État de Palestine parce qu'il ne serait pas viable. Je vous ai parlé tout à l'heure de Jérusalem, mais d'autre part, il y aurait plusieurs petits morceaux qui, pour être joints, ne pourraient le faire qu'en traversant le territoire israélien. Par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire un État de Palestine aujourd'hui ? La question, elle n'est pas seulement le problème de dire il faut 2 États. Qu'est-ce que c'est qu'un État de Palestine dans le partage actuel de la terre, dans le fait que les Palestiniens se retrouvent complètement isolés dans des petits morceaux, sans oublier un autre problème, bon, mais ça, je n'aurai pas le temps de l'aborder, et en plus, je ne me sens pas très compétent là-dessus, sur le fait que l'eau, c'est les Israéliens qui en sont maîtres. Il y a de l'eau dans les colonies. Il y a manque d'eau dans la terre palestinienne. Dans les colonies, on peut créer des puits. Pour les Palestiniens, créer un puits, il faut avoir une autorisation. Donc on est vraiment dans une situation où les Palestiniens sont dans l'impossibilité de mener une vie normale, autre que celle que leur laisse vivre Israël. Je crois que c'est là qu'il faut voir les choses. Donc, si vous voulez, pour reprendre un peu, et je vais m'arrêter après, on a un mouvement qui devient un mouvement de conquête de territoire, non pas d'une colonie parce qu'il n'y a pas de métropole. Ils ont cherché à avoir des métropoles. On peut dire que l'Angleterre a joué le rôle de métropole. Après, ça a été les États-Unis. Bon, mais il n'y a pas de rapport de colonie à métropole. Mais le problème aussi, c'est pas d'avoir une colonie pour exploiter les habitants de la colonie, c'est une colonie pour chasser les habitants. Donc ça, l'idée de chasser les Palestiniens, c'est une idée qui se met en place dès qu'on pense à la conquête du territoire. C'est pas une idée qui est maintenant pas. Avec les idées de transfert, avec un certain nombre de trucs, mais toujours est-il que
Toujours est-il que la volonté israélienne, c'est d'être maître du territoire. Alors maintenant, on peut poser la question, et je terminerai là-dessus, pourquoi l'Occident soutient Israël? Quel est l'intérêt de l'Occident à soutenir Israël? Alors, je dirais la chose suivante, de façon un peu totale, l'Occident ne soutient pas Israël. Israël fait partie de l'Occident. Le projet sioniste, c'était à la fois de se libérer de l'antisémitisme européen, mais de construire un État européen qui était pensé par... Les penseurs du sionisme, ce sont des Européens. Ce sont des gens qui pensent Europe, qui ont, bon, avec toutes les différences qu'il peut y avoir, donc ils voulaient construire un État européen ailleurs, et en particulier quand il hésite de la Palestine. Il le présente, et d'ailleurs Herzl le dit, hein, c'est le bastion avancé de la civilisation contre la barbarie. La barbarie étant tout ce qui n'est pas l'Europe. Donc, en choisissant Israël, de soutenir Israël, ben non. L'Occident soutient lui-même. Bien. Vous avez qu'à voir la chose suivante. Vous avez d'une part l'attitude des États-Unis, mais c'est pas uniquement les États-Unis, c'est depuis les 50 au départ. En 48, au moment de la naissance de l'État d'Israël, les États-Unis se posaient la question, est-ce qu'on reconnaît ou pas? Où il y avait une tendance, c'était celle du président Truman de dire il faut le reconnaître, et il y avait une autre tendance qui était celle du département d'État, c'est-à-dire des affaires étrangères, de dire non, attention, les sionistes sont de gauche, s'il y a l'État d'Israël, il va être du côté occidental, du côté soviétique. Quant aux soviétiques, ils soutenaient l'État d'Israël, parce qu'ils disaient si l'État d'Israël devient un État est créé, il peut rentrer dans le bloc soviétique, et pour nous, c'est une entrée au Moyen-Orient. Il ne faut pas oublier les questions géopolitiques. Donc, alors, après, vous avez l'Europe. Alors, Javier Salena, qui a dit, il n'y a pas longtemps, volontairement ou pas, j'en sais rien, mais c'est toujours intéressant d'entendre des phrases, qui a dit que Israël, c'était un pays européen, même s'il ne faisait pas encore partie de l'Union européenne. Je crois que c'est très clair. Indépendamment du fait que dans un certain nombre de manifestations européennes et à Israël, c'est le fait aussi de considérer Israël comme un État européen. Et par conséquent, si Israël est un État européen, eh bien, on soutient Israël. Et je crois que la question, elle se pose à ce niveau. Hein. C'est pas, je veux dire, c'est pas le problème de. Alors après, on peut raconter un certain nombre d'histoires sur bon, la culpabilité européenne vis-à-vis des Juifs, bon, qui est réelle aussi. Mais vous avez un petit morceau d'Europe qui s'appelle l'État d'Israël et qu'il faut soutenir contre la barbarie. La barbarie étant le monde arabe, pris dans sa totalité comme s'il n'y avait qu'un seul monde arabe, comme si tous les Arabes étaient les mêmes, comme s'il n'y avait qu'une seule pensée arabe, etc. C'est le problème, qui est bien résumé par le problème du choc de civilisation, l'Europe et l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on regarde, je prends le bouquin Le clash des civilisations que j'ai lu, il y a plein d'erreurs, ça ne tient pas. Mais dans ce genre de choses, ce qui est important, c'est pas de savoir s'il y a une réalité historique ou pas. Quand quelqu'un écrit que les rapports entre l'Europe et l'islam ont commencé au XVe siècle, il fait une erreur de 8 siècles. Pas grave. On peut dire quoi? Non, mais c'est pas là le problème. C'est que ce genre de truc qui est purement idéologique, il suffit de le mettre en place pour que ça devienne pour que ça existe. La question des idéologies, c'est pas de savoir si elles sont vraies ou pas, c'est qu'elles peuvent devenir lieu de vérité si on fait ce qu'il faut pour qu'elles le soient. Autrement dit, on est dans une époque de clash de civilisation, et avec tous les dangers que ça représente. Et ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est un des lieux importants de ce clash. Maintenant, tant qu'on n'aura pas mis à la raison l'État d'Israël, quelle que soit la solution à venir après, hein, j'en sais rien, je ne sais pas. Si un jour il peut y avoir des négociations entre Palestiniens et Israéliens pour trouver une solution, un État, 2 États ou je ne sais pas quoi, ce sera leur problème, on en est loin pour l'instant. Je ne vois pas du tout quel type de négociation il peut y avoir, alors qu'il y a un État qui refuse la négociation. Mais vous avez bien cet aspect, je dirais, d'un petit morceau d'Europe. Et
et qui joue sur, qui joue sur tous les problèmes qui peuvent exister, y compris, mais ça on en parlera peut-être dans le débat si vous voulez, y compris sur la question de l'antisémitisme. Parce que dès qu'on attaque Israël, aujourd'hui, on est considéré comme antisémite. C'est un truc qui est complètement... qui n'a aucun sens, sauf que sur le plan idéologique, ça porte. Et même, truc qui est affolant, Goldstone, qui est juif d'Afrique du Sud, qui est loin d'être critique, qui a des sympathies pour l'État d'Israël, fait un rapport, il le fait correctement, il fait un rapport de juriste, et il se fait descendre par Israël. Il y a eu, et je termine là-dessus, je crois qu'il y a eu la semaine dernière où ça doit avoir lieu, il y a une manifestation qui est appelée à Paris contre le rapport Goldstone par des amis d'Israël. Ça suffit pour expliquer un peu la façon dont se passe le problème. Bon, j'arrête ici, je vous remercie.